N'as-tu jamais eu cette impression rabaissante dans ta vie où tu pensais aimer un film jusqu'au jour où tout ton entourage se lie contre toi pour te faire comprendre que... C'est de la merde! Alors c'est peut-être parce qu'à 8 ans j'avais des goûts de chiottes ou parce que je ne parlais pas de cinéma comme aujourd'hui, mais durant ma vie je me suis pris énormément de claques cinématographiques, en bien comme en mal. Et comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui je vais aborder l'un des plus gros fiascos de Hollywood, à savoir Dragon Ball Evolution. I wish to confess. Ce film est un cas d'école. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une fiente galactique, mais plus les années passent, plus il s'en prend plein la tronche, à tel point que les nouvelles générations, trop jeunes pendant les faits de 2009, s'accordent à dire qu'il est mauvais sans même l'avoir vu ou se demander pourquoi. Le plus gros problème de ce film, en dehors de ses 85 minutes, c'est l'héritage qu'il a laissé. Aujourd'hui, il est impossible de penser à une adaptation live-action d'un manga. Death Note, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Full Metal Alchemist, aucun n'a eu la chance de briller, pour la raison simple qu'ils souffrent tous du fantôme de ce long métrage chaotique. Alors, ne vous méprenez pas, ce film est une merde. Il y a déjà bon nombre de vidéos YouTube qui traitent de ce sujet et qui le défoncent plus violemment qu'une pucelle dans un gangbang. Ouais, c'est marrant. Mais ce n'est pas mon intérêt aujourd'hui. Alors pourquoi parler de cette daube 11 ans après sa sortie? Va-t-on un jour arrêter de taper sur cet enfant handicapé? La vérité, messieurs, dames, c'est que... j'aime bien regarder ce film. You serious? Si tu n'as pas encore quitté la vidéo, tu devrais savoir que je suis un très gros fan de Dragon Ball. Comme dirait le chef, Dragon Ball c'est une religion, Dragon Ball c'est la vie. Il y a réussir sa carrière à un certain niveau et juste au-dessus il y a Dragon Ball. L'ouvrage à lui tout seul est arrivé à se hisser au sommet de la culture manga à travers le monde. Il m'a apporté plus de principes et de soutien dans mon existence que tous mes valeureux professeurs sur l'intégralité de ma scolarité. C'est dire... Qu'est-ce que tu dis? One Piece? Et bon voilà, Dragon Ball Evolution est certes une souillure au niveau de l'industrie du cinéma, mais il n'en reste pas moins un bon nanar. Moi, il me fait un petit peu l'effet d'un The Room. You are tearing me apart, Lisa! L'idée donc avec cette vidéo, c'est de mettre de côté les erreurs du film, c'est-à-dire un scénario bancal, le non-respect de l'œuvre originale, son jeu d'acteur déchirant. Waouh, ce fond vert! Ces personnages beaucoup trop random, son montage pathétique, pour y voir un vrai projet d'adaptation cinématographique derrière. Peut-on trouver du bon dans Dragon Ball Evolution? Putain, dans quoi je me suis embarqué encore? Avant de commencer, je vais juste vous faire un petit cours d'histoire pour vous recontextualiser la hype et la douche froide provoquée par le film. Avant d'être un animé mondialement reconnu, Dragon Ball c'est un manga imaginé, écrit et dessiné par monsieur Akira Toriyama. C'est en 1985, l'année où Marty McFly voyage pour la première fois à travers le temps, que sort le tout premier ouvrage jusque-là édité uniquement dans les pages du Weekly Shonen Jump. C'est l'équivalent grossièrement chez nous du journal de Mickey. Bonjour les amis, ça va? C'est moi, Niska. Si vous ne le saviez pas, Dragon Ball est inspiré d'un roman chinois, La Pérégrination vers l'Ouest, qui raconte l'histoire d'un moine bouddhiste qui part dans une grande aventure pour retrouver des arts secrets. Oh, attendez, on s'en bat les couilles. En 1989, soit donc 4 ans après la parution du premier tome, la Fox obtient les droits de la saga. Et bien que les nombreuses tentatives de live-action de l'univers se soient soldées par des échecs, c'est bien 20 ans plus tard, en 2009 donc, que sort l'adaptation hollywoodienne de Dragon Ball. Et je vais pas me le cacher, à 13 ans, j'ai surtout retenu les scènes de combat pour impressionner les enfants de ma génération, le cosplay raté de Piccolo, la bande originale dans le style J-pop, et Jamie Chung. Jamie. On était loin du petit garçon solitaire à queue de singe vivant dans la forêt. Mais déjà à cet âge-là, j'aurais trouvé ça bizarre de voir ça sur grand écran. J'étais loin de me douter qu'en fin d'année sortirait un carton mondial du cinéma mettant en scène des singes extraterrestres bleus de 2 mètres dans une guerre contre l'humanité. You didn't see that coming? Dans ses premières minutes, le film essaie de rester tant bien que mal fidèle au manga. Enfin, je dis dans les premières minutes, parce que les premières secondes, elles, se font un plaisir de ruiner ton enfance en 2 phrases. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos.
aidé de son fidèle disciple Ozaru. Bon, ok. Je vais vous expliquer un truc très clair concernant les adaptations, les gars. Bien que cette intro puisse me faire violemment saigner des oreilles, qu'importe que l'œuvre originale soit une bande dessinée, une pièce de théâtre, une série télé, un dessin animé, quand cette œuvre est adaptée au cinéma, elle n'a pas à répondre aux attentes des fans de la première heure. C'est tout le principe de l'adaptation en fait, toucher un public plus large. Vous n'avez qu'à regarder Marvel. En lisant les comics, vous ne reconnaîtriez pas un instant les films que vous suivez depuis votre enfance. Mais bon, ça c'est surtout une question de droit en fait. Il a raison. Donc voilà, l'argument du ça ne respecte pas le manga, c'est nul, on le prend et on le balance. Ici, on va uniquement juger le film sur son identité de long métrage. Goku est un lycéen vivant avec son grand-père. Il va à l'école avec son vélo, se fait embêter par des brutes et imagine Chichi manger des fraises en cours de SVT où l'on apprend ce qu'est une éclipse. Prenez garde de Namek. Aïe. Heureusement qu'on a laissé tomber l'excuse de l'adaptation parce que là c'est violent. Bulma est une jeune femme avec une mèche bleue, donc ça prouve forcément que c'est Bulma, parce que regardez, elle a une mèche bleue. Elle est riche, avec un caractère lambda, enfin personnellement je l'ai pas trouvé détestable, mais je l'ai pas trouvé adorable non plus, à vrai dire. Quant à Roshi, c'est un maître en arts martiaux, bien plus proche de ce que devrait ressembler un maître, contrairement à la version plus excentrique du manga. Et la raison de la simplicité de ces personnages, elle est toute bête. James Wong, le réalisateur du film, à qui l'on doit entre autres quelques opus de la saga Destination Finale, c'est dire, est très clair sur sa vision qu'il avait du long métrage. Pour lui, le film se devait d'être un juste équilibre entre le fantastique et le réalisme, un film qui doit se concentrer sur la relation de ses personnages, leur histoire et l'humanité que Toriyama nous a fait ressentir à travers son univers. Quitte à négliger le dialogue et littéralement chier sur les effets spéciaux parce que soyons réalistes, nous faisons ça pour l'argent. Oui bon ok, il a peut-être pas dit la fin. Même si c'est vrai que c'est super réaliste d'apprendre le principe d'éclipse en dernière année de lycée, ce que l'on doit retenir pour passer encore au-delà d'un certain aspect, c'est qu'en plus d'être une adaptation, ce film se veut comme une version 2.0 du manga. On va avoir ce côté Dragon Ball, donc des gags, des personnages excentriques, mais avec les mêmes ambitions que dans le manga, dans ce qui pourrait s'apparenter à une version approximative de notre monde. Et malheureusement, c'est ce qui va inconsciemment gêner la majorité des fans. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Le monde de Dragon Ball est un univers burlesque, cartoon, un univers qui ne pourrait pas se prêter à notre monde de par ses décors imaginaires qui nous font voyager, ses créatures ou dinosaures qui servent de faune sauvage ou simplement de population pour la plupart des cas. Alors enlever tout ça à un ensemble de fidèles lecteurs et le transposer dans un monde semi-réaliste, non seulement ça passe pas, mais en plus ça donne une légère gerbe au visionnage. Alors je dis pas, le film arrive par moments à me surprendre avec des bonnes idées, qui gardent l'esprit de l'œuvre de Toriyama et qui l'adaptent parfaitement à son monde. Je pense notamment à la maison de Roshi, ce clin d'œil à Kame House où la maison est excentrée de la population, la faisant automatiquement sortir du lot. Et pour s'immerger dans son propre univers, on ne va pas avoir une île isolée et des couleurs assez vives, mais plutôt une grande métropole et des couleurs sombres, à l'image du film qui se veut dans un esprit plus mature. Le parallèle avec les capsules est aussi plutôt réussi à mon sens, on délaisse le côté cartoon du nuage de fumée pour une mécanique plus évoluée et futuriste. Personnellement, je trouve que ça marche, on me transmet un esprit Dragon Ballesque dans une version 2.0 efficace. Rappelez-vous que ce n'est pas pour rien que le film s'est renommé juste avant sa sortie Dragon Ball Evolution. D'ailleurs, pour la petite histoire, Akira Toriyama était producteur exécutif sur le film. Il était très impatient de voir le rendu final, et en sortant de la salle, il a sorti une phrase plus que pertinente. La meilleure façon pour moi et tous les fans de l'apprécier est de voir ça comme un nouveau Dragon Ball d'une autre dimension. Et voilà, il est là le problème. On parle souvent de la communauté Star Wars, toujours prête à défoncer ce qui se fait de nouveau sur la saga. Mais la communauté Dragon Ball, les gars, c'est limite si elle pourrait rivaliser avec celle de League of Legends. J'en suis conscient, esthétiquement parlant, le film il est moche, il y a vraiment des effets spéciaux qui mériteraient 100 fois d'apparaître sur des cours à ne pas faire pour première année en post-production. Mais ce film pourrait honnêtement s'en sortir sans un seul élément. Bon, évidemment, il resterait un film plutôt moyen, à petit budget sans grand intérêt, mais ce qu'il a vraiment enfoncé dans les bas-fonds de la médiocrité, c'est son méchant. Je compte en parler dans une prochaine vidéo, mais si la pop culture peut se vanter d'une chose, c'est d'avoir créé des méchants extraordinaires. Des méchants si puissants, si tarés, si torturés, fascinants, qu'il serait impossible de les retrouver dans notre vrai monde. Et heureusement pour nous. Mais alors là, vous prenez l'univers de Dragon Ball, vous choisissez parmi tous les méchants l'un des plus intelligents, peut-être même charismatiques, et vous en faites ça, Lord Piccolo. Putain, mais l'un des pires méchants que j'ai jamais vu de ma vie, bordel. Et bon Dieu qu'il y avait à faire. Il est ni crédible, ni cohérent, c'est vrai, on sait rien de lui, et ça jusqu'à la fin. C'est à peine s'il est 2.0 comme se veut le délire. Ah si oui,
Il y a un moment là où il crée des démons, des prises de sang chelous. Non mais ça c'est n'importe quoi, je suis désolé. C'est vraiment l'élément du film que je peux pas défendre quoi. Piccolo il a une histoire poignante. C'est un Namek envoyé sur Terre par ses parents pour éviter les perturbations climatiques mortelles de sa planète. Un peu comme un Superman quoi. Sur Terre, il y découvre l'horreur de la guerre et la destruction. Il se scinde donc en deux entités, le bien et le mal, à l'image d'un yin et yang par exemple. Le bien qui devient le dieu de la terre, soit le tout-puissant Kami-sama, et le mal Piccolo Daimao, soit la terreur sur Terre. Il est finalement scellé pendant des centaines d'années et libéré maladroitement par des antagonistes secondaires du manga. Et je sais qu'on est dans une adaptation, hein, mais même à partir de ça, tu peux pas me faire un mec à la face écrasée là, sans aucune raison de faire le mal. Sandrek, je sais même plus s'il a vraiment une raison de chercher les Dragon Ball dans le film. Il est juste méchant parce que dans l'œuvre originale, c'est un méchant. C'est l'exemple parfait pour l'excuse du scénariste de te dire tu veux connaître l'histoire de Piccolo, tu veux savoir pourquoi c'est un méchant bah va lire le manga. Puis niveau réalisation, y a des plans sérieux. Je vais reprendre la blague du JDG parce que là y a pas meilleur contexte de caricature que là. Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Au final, ce qu'il faut retenir de tous ces arguments, messieurs dames, le manga Dragon Ball Super est merdique. Et oh, j'ai dit le manga Dragon Ball Super, pardon. Dragon Ball Evolution est merdique, mais ce qu'il est bien plus, c'est de voir ces mêmes erreurs se reproduire dans des nouvelles tentatives de live action. Death Note les mecs, sérieux. J'ai jamais regardé l'animé, mais ce film il me donne pas envie hein. Les studios hollywoodiens ont ce challenge idiot de vouloir apporter du neuf en voulant satisfaire les fans. Donc ils vont te mettre du fanservice comme ça à droite à gauche, qui fait tâche au milieu d'un univers qui essaie de créer quelque chose quoi. Moi je suis fan. Et je vais vous dire ce que j'ai envie de voir. Je m'en fiche de voir un mec brun se transformer en mec blond dans une explosion de puissance sans raison. Pour ça, je vais voir Dragon Ball Super. Ce que je veux voir dans un film Dragon Ball, c'est comment vous adaptez les valeurs et les émotions que j'ai ressenties en lisant le manga ou en regardant l'animé dans un film de 90 minutes. Après, on vous demande pas de la fight gratuite, du moment que les scènes de combat que vous nous offrez sont justifiées et assez épiques pour s'en contenter. Dragon Ball, pendant les premiers tomes, c'est pas des combats titanesques, hein. C'est des petites droites par-ci par-là. Les premiers vrais moments de combat intense, c'est le tournoi des arts martiaux. Et c'est le tome 4 ou 5, je crois. Mais t'es investi dedans parce que t'as suivi les aventures de Goku, ses entraînements, et son personnage a suffisamment eu le temps d'être construit pour que le lecteur comprenne que le gamin est particulier. Bah c'est un peu tiré sur l'ambulance, hein, c'est vrai, mais quitte à faire une adaptation de manga, il aurait peut-être fallu connaître l'œuvre originale avant. Hein. Ce qui n'était pas le cas ni des acteurs, ni de la production. Honnêtement, je leur laisse encore une chance avec le live-action Naruto, pour voir si les Américains ont compris les erreurs à ne pas faire, et s'ils arrivent à nous produire quelque chose de plutôt classe quoi. Sinon bah tant pis, hein, je me contenterai des fanfictions sur YouTube. Si ce premier épisode de l'Avocat du Diable t'a plu, tu peux évidemment soutenir mon travail avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi j'aime ça, j'aime les pouces bleus. Tu peux évidemment aussi t'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. C'est plutôt une belle affaire, moi je te le dis. Pour finir, j'espère que cette vidéo te fera peut-être regarder le film avec un angle différent. Sur ce, je vous laisse. Ciao.